traduit en russe, ce qui vaut le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Une très jolie édition, voilà, vous pouvez admirer. Donc nous allons parler de comment ce livre est né, de parcours de Dominique de Gasquet, de son regard très particulier et très saisissant sur Gala et Dali, un regard qui n'est pas anodin, parce que c'est le regard de quelqu'un qui les a connus, qui les a côtoyés et qui va donc nous apporter un témoignage particulièrement prenant. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire comment vous avez rencontré Gala et Dali? Alors c'est une histoire qui remonte à il y a quelques années, en fait ça remonte à 1979. J'avais fait une maîtrise sur le surréalisme en lettres et je m'étais intéressée à la psychanalyse qui critique les œuvres d'art en philosophie. Et j'étais à l'époque professeure à l'université de Butare au Rwanda. Et je suis allée à Cadaqués et l'idée m'est venue de rencontrer Salvador Dali et sa femme Gala. Et j'étais avec mon frère qui était étudiant en fac de droit, mais lui s'est désisté, il a pensé que ce n'était pas une bonne idée d'y aller sans être introduit. Donc je suis partie, j'avais un jeu de tarot de Marseille, un jeu de cartes de tarot de Marseille, et j'ai tapé à la porte de Salvador Dali et Gala, la petite maison qu'ils ont acquise. Une maison de pêcheurs, hein. Quand ils l'ont achetée, il n'y avait pas l'électricité, c'était une petite maison de pêcheurs, mais en 79, c'était déjà la belle maison que vous pouvez visiter maintenant, qui est devenue un musée. Donc j'ai tapé à la porte et Dali m'a demandé qui était là, donc je me suis inventé un nom, Madame Paradoxa, voyante extra-lucide, et il m'a dit, bon, nous allons vous ouvrir, et ils m'ont retenu à déjeuner. Et à la fin du déjeuner, Dali m'a dit, et maintenant, Madame Paradoxa, il faut tirer les cartes à Gala, qui est experte en cet art. Ah, alors j'étais un peu décontenancée, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai improvisé, et je me suis pas trop mal débrouillée, puisque Gala m'a dit, c'est pas mal du tout, depuis quand faites-vous cela ? Et je lui ai dit, madame, c'est la première fois, ce qui était la vérité. Et donc, ma réponse lui a plu. Et elle m'a dit, demain, si vous voulez, nous partirons au château de Poubol, parce que Dali avait acheté un château en 1970 qu'il avait offert à sa gendre dame. Et elle pouvait y recevoir ses amis, tandis que lui recevait sa modèle favorite, Amanda Lear. Et donc, il devait y aller, s'il voulait, sur une invitation écrite de la main de Gala. Donc elle m'invitait dans son château, elle m'a dit demain à midi, nous partons avec Arturo, le chauffeur, en Cadillac, et vous resterez autant que vous voulez. Donc je suis restée une dizaine de jours et elle m'a appris à véritablement tirer les cartes parce que Gala était assez visionnaire. C'est ce que dit Dali, il dit moi je suis voyant et Gala est visionnaire. Et elle voit des choses, et moi j'en vois aussi à travers le paysage de Cap-Fréhous, puisque si vous allez un jour au Cap-Fréhous, le parc national, vous voyez des roches tourmentées avec des formes animalières, et c'est là que Dali a puisé son inspiration. Donc voilà comment je les ai rencontrés, et j'ai eu le plaisir de séjourner au château de Poubol. Et vous avez rencontré aussi des gens qui sont des invisibles de cette histoire, des témoins. Vous avez mentionné Arturo, mais il y a aussi Paquita, qui est quelqu'un de très important dans le livre. Racontez-nous comment vous avez rencontré ces gens plus cachés qui participaient à la vie de Gala et Dali, et comment vous avez eu l'idée de les faire paraître. Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai séjourné au château de Poubol, j'ai été conduite par Arturo. Et en fait, le chauffeur, et puis j'ai connu Dolores, qui était la cuisinière qui séjournait au château de Poubol, et j'ai connu Paquita, qui était la femme d'Arturo. Et donc, effectivement, il m'est venu l'idée, ce livre s'appelle Sur les traces d'un couple mythique en sous-titre. Et en fait, c'est une enquête où je donne la parole effectivement aux invisibles,
c'est-à-dire aux personnes qui ont travaillé, qui se sont dévouées toute leur vie auprès de ce couple mythique et qui ont témoigné de la façon dont ce couple se comportait. Et d'ailleurs, c'était une façon très différente de celle que l'on donne à travers les médias, où c'est un peu des clichés, des stéréotypes, des caricatures. Non, c'était des gens très humains et qui traitaient justement les gens qui travaillaient pour eux comme si c'était des personnes appartenant à leur famille. Vous voyez? Donc au début, d'ailleurs, Paquita, qui figure sur le titre, enfin sur la couverture, parce qu'elle a donné beaucoup d'informations et elle m'a donné aussi des photos prises par son mari, parce que Arturo était à la fois majordome, jardinier, chauffeur et photographe. Il a pris des photos qui figurent dans le livre. C'est des photos où on voit Gala en train de réparer le moteur, Gala en train de pique-niquer dans une crique. Vous voyez, c'est des photos du quotidien. Hein. J'ai voulu un peu montrer cet aspect-là. Et quand vous les avez connus, Gala et Dali, vous avez raconté les 2 premiers jours, mais ensuite, qu'est-ce que ça a donné dans votre vie? Est-ce que ça a été une relation suivie? Comment est-ce que ça s'est déployé, cette amitié? Alors, malheureusement, ça s'est déployé sur 2 ans. Je suis allée 2 fois séjourner au château de Boubol, 2 étés. Une fois, j'étais prof au Rwanda, une fois, j'étais prof au Maroc, parce qu'après, Gala est morte. Hein, donc, j'ai connu Gala, elle était très âgée. Moi, j'avais un quart de siècle, et Gala avait déjà 80 ans. Et donc, elle est morte 2 ans après. Et puis, après, malheureusement, Salvador Dali a voulu changer son lieu de résidence de Port-Ligat à Boubol, ce lieu mythique de son épouse chérie, mais sa santé a décliné très rapidement et ensuite, suite à un accident domestique, il est allé dans ce qui est maintenant la fondation Dali à Figueras, la Tour Galatée. Et là, de 82 à 89, date de la mort de Dali, le fidèle couple de Arturo et Paquita est allé s'occuper de Dali. Et si, quand ils étaient jeunes, ils étaient considérés comme les enfants de ce couple, quand ils ont pris de l'âge, Dali est devenu un peu leur enfant, les rôles se sont inversés. Et ce sont des gens qui ont été très dévoués. Et malheureusement, Arturo est mort un an après, en 90, d'un cancer du pancréas. Donc, il est tellement attaché qu'il en est mort. Et Gala est toujours vivante, elle habite à Cadaqués. Dolores, Paquita est toujours vivante, elle habite à Cadaqués. Et Dolores est toujours vivante, elle tient un restaurant à Boubol. Et voilà, donc il reste quelques survivants. Il y a la couturière aussi, j'ai donné la parole à la couturière. Parce que Gala portait des robes des grands couturiers, Schiaparelli, Lanvin, Cardin, Christian Dior. Et elle avait une cuisinière qui était aussi couturière. Et donc, elle faisait une cuisine assez simple, parce qu'à la base, elle était couturière à Barcelone. Et les Dali vivaient en fait à Cadaqués 6 mois par an, à Port-Ligat. Hein. Ils vivaient 6 mois par an, le printemps et l'été. Et à l'automne et à l'hiver, ils partaient à l'hôtel Meurice à Paris et à l'hôtel Saint-Régis Sheraton à New York. Donc, quand ils étaient chez eux, ils mangeaient une nourriture très simple, des poissons grillés, des fruits de mer, des oursins, des légumes, des fruits, des omelettes, mais pas de nourriture très sophistiquée. Et par contre, la couturière, qui s'appelait aussi Paquita, c'est un prénom très répandu, la couturière retouchait les habits de Christian Dior parce que parfois c'était pas assez ajusté. Et un jour, il y avait une anecdote très drôle que m'a raconté Paquita, c'est que Gala devait porter une robe verte de Christian Dior parce qu'il y avait une équipe de télévision qui venait et en fait la robe n'était pas retouchée. Et donc Dali, qui était assez capricieux en fait, de ce que m'ont dit les témoins, Gala était plus humaine que Dali, qui était plus égocentrique, plus capricieux. Et donc Dali a dit il faut absolument réparer cette robe. Et la cuisinière a dit mais je n'ai que 2 mains, et puis je n'ai pas ma machine à coudre ici, je ne peux pas.
Et donc Dali s'est un peu fâchée, lui a dit vous avez toujours raison, et elle lui a répondu, je crois que dans ce cas-là, non, ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas raison, vous n'avez pas tort. Pour pas l'ombrager, pour pas qu'il soit un petit peu fâché, quoi. Donc c'était voilà une petite anecdote qui montre un petit peu les rapports personnels, qui n'a jamais été traité comme du personnel d'ailleurs, mais comme une extension de la famille. Et quel est le regard que vous portez, vous, sur ce couple, avant qu'on en vienne à leur histoire, à la façon dont ils se sont rencontrés? Comment est-ce que vous définiriez le couple et le fait de les avoir rencontrés? Comment ça, il y a une influence très nette de cette rencontre sur votre regard? Alors en fait, disons que ce couple a été effectivement un élément fondateur dans ma vie parce que d'abord c'était un couple d'artistes et puis un couple assez mythique parce qu'ils étaient l'un pour l'autre à la fois mari et femme, frères et sœurs. Ils ont reconstitué un peu l'androgyne primordiale, vous voyez, le côté animus anima, enfin ils étaient dans une complémentarité totale. Et en plus, Dali le dit dans le journal d'un génie et dans La vie secrète, Dali dit « Je peins avec le sang de Gala ». Et il dit je signe les tableaux Gala Dali. Parce qu'en fait, Gala m'avait expliqué à Bourgol que tant que Dali peignait, même tard dans la nuit, elle n'allait pas se coucher. Donc, elle l'accompagnait véritablement. Et elle était plus que muse, elle était aussi un peu Pygmalion parce qu'elle allait choisir les couleurs, elle canalisait son énergie. Je pense que sans Gala, il n'aurait peut-être pas eu Dali, parce que quand il l'a rencontré, il était assez tourmenté. Et elle avait 10 ans de plus que lui, donc elle l'a canalisé. Elle avait été l'épouse, comme vous le savez, de Paul Éluard, la maîtresse de Max Ernst. Bon, c'était une femme d'expérience. Et Dali était encore un jeune homme empêtré dans sa volonté de tuer le père, symboliquement bien sûr, mais il était en révolte contre son milieu de bourgeoisie provinciale. Il avait un père notaire, donc il s'est affranchi. Et au départ, Gala n'était pas vraiment accepté par les gens canaquès parce que il y avait cette espèce de stéréotype communiste, russe, femme mariée qui avait eu un enfant avec Éluard, bon, la femme adultère, enfin bon. Et disons que je pense que Gala était pionnière, elle a inauguré le visage d'une femme européenne avant l'heure, puisqu'elle a quitté Moscou, elle a été au sanatorium en Suisse de Davos, elle a vécu à Paris, elle a vécu à Portligat en Catalogne, elle a vécu aussi à New York, à Paris, donc c'était pour moi quelque chose d'assez extraordinaire de voir cette femme qui avait à la fois conservé son identité parce qu'elle continuait à lire Gogol, Pouchkine, Dostoïevski, mais elle avait enrichi sa lecture de poètes français, de poètes espagnols. Ils étaient très amis avec Garcia Lorca et ils aimaient beaucoup tous les deux la poésie de Garcia Lorca. Ils étaient également très amis avec René Crevel. Voilà. On pourrait écouter un passage du livre peut-être qui nous permettra de... Oui, très volontiers. De parler ensuite de cette rencontre amoureuse mythique. Dans son enfance, Gala avait fréquenté les poètes russes, dont Marina Tsvetaeva. Nous sommes au cœur de ces journées franco-russes, justement, puisque Gala a fréquenté à la fois Marina Tsvetaeva et surtout sa sœur. Et donc, le livre s'est fait avec des entretiens avec Paquita. C'est pourquoi je dis, j'ouvre alors le recueil de Marina Tsvetaeva, Le ciel brûle, et je lis le poème écrit le 22 octobre 1915, soit 2 ans avant la Révolution. Et je le lis à Paquita, puisqu'elle me racontait des anecdotes, et moi je lui lisais à haute voix des passages
pour fabriquer ensemble cette enquête. Voici le passage de Marina Tsvetaeva. Une fleur est accrochée à ma poitrine. Qui me l'a accrochée? Je ne sais plus. Ma faim est insatiable, de tristesse, de passion, de mort. Il est pourtant un délice. J'attends celui qui, le premier, me comprendra enfin et tirera à bout portant. Ainsi nourrie de ses lectures, Elena Ivanovna Diakonova est devenue Gala. Les 3 derniers vers de ce poème annoncent la fulgurance de la rencontre de Gala avec Dali lors de leur promenade au Capréus, à travers le paysage tourmenté, quand les sombres regards de l'exalté catalan croisent ceux de la Slave passionnée et s'enflamment pour toujours. Pour Gala, ce coup de foudre n'est pas le premier, mais il l'est pour Dali, en dehors de son amie d'adolescence Doulita et de ses rêveries avec une petite Galouchka imaginaire qui l'identifiera comme étant Gala. Alors, dans La vie secrète, je vous lis un petit passage que j'ai lu à Paquita, où justement Dali explique qu'il a rencontré Gala avant de la connaître. C'est dans le théâtre optique de Monsieur Créter, qui était son professeur de dessin, que je vis pour la première fois la silhouette bouleversante de la petite fille russe. Elle m'apparaissait assise dans ses fourrures blanches, au fond d'une troïka, suivie par des loups aux yeux phosphorescents. Elle me regardait fixement et son expression d'une fierté intimidante m'oppressait le cœur. Ses narines aussi vives que ses yeux lui donnaient l'aspect d'un petit animal de la forêt. Cette vivacité contrastait d'autant plus avec le reste du visage qu'elle avait des traits aussi harmonieux que ceux des Madones peintes par Raphaël. Gala, je suis sûre que c'était déjà elle. Donc l'arrivée de Gala dans la vie de Dali, c'est l'irruption du rêve dans la réalité, le rêve incarné. Alors Gala devient une sorte de Carmen à Cadaqués, et Dali, qui était encore vierge, timide, empêtrée à 25 ans dans son narcissisme, encore adolescente dans son combat pour tuer symboliquement le père, vit son premier amour. Il est un peu en révolte, tel un héros de Dostoïevski. Vous voyez, les identités s'échangent, Gala apparaît comme une Carmen et puis comme un personnage de Dostoïevski. Gala est une femme accomplie, c'est pourquoi elle va communiquer à Dali cette confiance en lui qu'elle a déjà acquise afin qu'il puisse vaincre sa timidité et s'affirmer en tant qu'artiste, à la fois peintre et écrivain. Alors racontez-nous cette rencontre, à ce moment-là, qui est Dali, où en est-il dans sa pratique artistique et où en est Gala dans sa vie amoureuse et dans son itinéraire personnel, et ensuite comment est-ce que tout change une fois qu'ils se sont rencontrés? Et alors Dali, il a commencé à faire des études de beaux-arts à Madrid, c'est là qu'il a connu d'ailleurs Federico García Lorca et qu'il a connu également Luis Buñuel, qui a tourné L'Âge d'Or dans le Capréus aussi. Et bon, il a été assez révolté, il jugeait que les professeurs n'étaient pas assez bons pour pouvoir juger de son travail, et il a même fait un mois de prison à Figueras. Donc il était assez sulfureux, entre guillemets, et il était en révolte contre son père. Il a perdu sa mère adolescente, s'entendait très bien avec sa sœur, qui était sa première modèle. Et donc, il rencontre les surréalistes. Donc, Paul Éluard et sa femme viennent en visite à Cadaqués. Si vous venez un jour, l'hôtel La Residencia s'appelait autrefois la Fonda Miramar. Et c'est là que descendent
Paul Éluard et Gala. Et en fait, Gala et Paul Éluard avaient connu le peintre Max Ernst. Et en fait, Éluard avait un peu provoqué cette relation à trois entre lui, Max Ernst et Gala. Et ensuite, il était parti en voyage en Asie, il n'avait pas trop surmonté cette relation à trois. Et donc, Gala m'avait raconté que, en fait, il avait pris de l'argent dans la caisse de ses parents qui étaient dans l'immobilier pour partir faire ce voyage. Et il avait dit qu'il les rembourserait plus tard. Et puis, il avait pris un peu des paradis artificiels en Asie et il était perdu en fait. Et Gala est allé demander de l'argent à tous les surréalistes pour pouvoir aller le chercher. Et elle est partie en paquebot de Marseille. À l'époque, c'était des grands voyages. Elle l'a retrouvé à Bangkok. Elle l'a fait parce que Gala était toujours très bonne camarade. En fait, si elle était une grande amoureuse, elle était aussi une bonne camarade. S'était rendu compte que Paul Éluard ne l'aimait plus autant qu'avant. C'était leur premier amour à tous les deux. Et en fait, elle non plus. Mais par amitié, elle n'allait pas le laisser tomber. Donc elle est allée le rechercher là-bas. Et ensuite, par la suite, ils ont divorcé. Mais à l'époque, elle était encore avec lui. Et elle est partie avec la petite fille qu'elle avait eue avec lui à Cadaqués. Et c'est là qu'elle a eu le coup de foudre pour Dali. Et ce coup de foudre a été réciproque. Dali était un peu un précurseur des hippies. Elle m'a raconté qu'il avait une fleur dans les cheveux en 1929. Donc on dit précurseur des hippies parce que c'est les années 70, les hippies. Et il avait des colliers, il avait des chemises, des blouses un peu amples. Enfin, il avait un look un petit peu comme ça. Et puis, il a été totalement séduit par Gala parce qu'elle lui a dit, il avait perdu sa mère adolescente. Donc il avait un peu un syndrome d'abandon, il ne voulait pas s'attacher, mais elle lui a dit, vous et moi, nous ne quitterons jamais. Et c'est ce qui a complètement bouleversé Dali et qui l'a décidé à aimer cette femme qui a été à la fois sa compagne, sa muse, son épouse légitime. Il l'a épousée mariage civil puis mariage catholique en 58, mariage catholique. Et donc cette histoire a été une histoire magnifique et moi j'ai été très impressionnée par le fait que cet artiste puisse à la fois mener de front une carrière artistique et une histoire sentimentale très épanouie. Voilà, je trouvais ça absolument comme un conte de fées. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le livre s'appelle Gala et Dali de l'autre côté du miroir. En fait, ce titre a été choisi en concertation avec l'éditeur. J'ai dit pourquoi, il m'a dit cette phrase revient souvent dans votre livre et en fait je me suis rendu compte que c'était comme dans Alice au Pays des Merveilles, on rentre de l'autre côté du tableau, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté des apparences en fait. Et vous avez eu aussi l'envie de réhabiliter Gala parce que là depuis tout à l'heure on en parle comme une figure extrêmement romanesque et séduisante, mais souvent quand on en a entendu parler avant c'est dans des termes beaucoup moins positif et avec une vision sévère. Qu'est-ce qui vous choque dans cette perception très commune finalement de Gala? Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que les médias, les magazines People ont dit qu'elle avait des amants plus jeunes qu'elle, et puis que comment se faisait-il que cette femme ait abandonné sa fille. Bon, alors ça, moi j'ai voulu réhabiliter, mais en même temps, c'est ce que m'ont dit les personnes, c'est-à-dire que Paquita m'a dit qu'en fait, il est probable qu'il y ait eu une captation de sa belle-mère, c'est-à-dire que la mère de Paul Éluard est un peu pris en otage la petite fille. Bon voilà, c'était quand même une époque très très avant-garde, je veux dire, pour se séparer en 1929 et voilà, donc ce n'est pas la volonté de Gala d'être une mauvaise femme, bien sûr, ni une mauvaise mère, mais les circonstances ont fait qu'entre Paris et Cadaqués, c'est d'ailleurs toujours un trajet. Ceux qui sont allés à Cadaqués, il faut arriver à Figueras, ensuite il faut passer le col, si vous avez lu les pianos mécaniques de François Rey, donc c'est vrai que c'est tout un parcours. Mais tous les employés m'ont dit que en fait Gala était généreuse, qu'elle pensait à eux,
quand elle allait par exemple à New York, elle ramenait des petits vêtements pour les enfants de Paquita. Donc c'était pas quelqu'un d'avare et d'égocentrique. Et moi qui ai pu avoir la joie et la chance de la connaître, c'était une personne très intelligente bien sûr, mais aussi très humaine. Très humaine. Vous avez parlé des tarots tout à l'heure et de son côté presque voyante que Dali admirait. Quelle était la place de ce mysticisme dans leur vie à tous les deux? Ah oui, alors donc oui, Dali dit dans La vie secrète qu'il est visionnaire et que Gala est voyante. Et alors elle tirait les cartes quand elle avait des décisions à prendre. Et puis elle avait vu la date de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait anticipé aussi le suicide de leur ami René Crevel. Donc, et Paquita Buetas, qui est la couturière cuisinière, m'a dit qu'elle en avait un peu peur parce qu'elle avait un regard très magnétique. Hein, c'était une beauté atypique, elle n'était pas une beauté bien sûr florentine, elle n'avait pas des traits très réguliers, mais elle avait un charme fou et elle avait un regard effectivement très pénétrant, très magnétique et magnifique. C'est l'esprit de Gala qui rentre par la fenêtre. Voilà. Et en fait, oui, pour répondre à Florence, le tarot, en fait, elle tirait le tarot de Marseille et moi j'avais un jeu de cartes de Marseille, je suis d'origine marseillaise, mais en fait, Gala a inspiré un jeu de tarot qui s'appelle le tarot de Dali, qui reprend les arcanes majeurs du tarot, qui sont au nombre de 22, et qui sont magnifiquement illustrés par Dali, mais il l'a fait 2 ans après la mort de Gala. Il a dessiné ce jeu de tarot en 1984, et le magicien, le battleur, est représenté par Dali avec ses moustaches, et l'impératrice est représentée par Gala. Donc voilà, il y a toute une iconographie, mais c'est vrai que c'est le surréalisme aussi, vous vous rappelez, c'est l'époque de Nadja, d'André Breton, donc les cartes, les voyantes sont très partie prenante de leur vie, et Dali était catholique et Gala orthodoxe, mais ils se sont mariés à l'église et ils étaient assez croyants, hein, puisque vous avez tout un pan de la peinture de Dali qui est consacré à des madones, à des vierges. C'est Gala, mais en intégrant en même temps, il était à la fois mystique et à la pointe des découvertes scientifiques. La théorie de la relativité, la physique quantique, les hologrammes, voilà, je veux dire, c'était quelqu'un une sorte d'esprit de la Renaissance un peu, parce qu'il touchait à tout, à la peinture, à la littérature, à la science, à beaucoup de choses. Donc c'était un personnage fascinant, mais Gala était à la hauteur de ce personnage fascinant. Hein. Elle lisait des livres, elle lisait peut-être 3 livres par semaine, et quand Dali peignait, elle lui lisait à haute voix de la poésie, en français, en anglais et en russe. Donc il était accompagné par cette musique, cette présence. Dominique, peut-être un dernier mot sur ce à quoi vous vous consacrez maintenant, votre nouveau travail, sur un livre qui revient sur cette expérience au Rwanda, au Maroc, dont vous parlez au départ. Alors oui, je suis en train de préparer, je voudrais un petit peu parler, je ne dirais pas d'un parcours, c'est un peu prétentieux et ce n'est pas le cas, puisque j'ai eu des itinéraires où j'ai enseigné dans beaucoup de pays, donc ce n'est pas longiligne, rectiligne, mais je voudrais faire un livre en ce moment sur comment j'ai donné le goût des mots à travers la lecture à haute voix et aux 4 coins du monde. J'ai eu la chance d'enseigner, la volonté aussi de prendre. C'est la tempête. Donc je vais associer un auteur
et un pays. Donc c'est comment, par exemple, j'ai fait découvrir des bottes de Jean Genet à Barranquilla, à l'université de l'Atlantico, aux étudiants colombiens. Comment j'ai fait vivre la journée d'une rêveuse de Gobi à des étudiants de Boutaré au Rwanda. Comment j'ai fait découvrir le mythe de Faust à travers le livret de l'opéra de Busoni au Maroc, à Tanger. Et puis comment j'ai fait découvrir Marguerite Yourcenar, les Nouvelles Orientales, à l'Université de Paris 11, aux étudiants scientifiques où j'ai enseigné pour l'école préparatoire de physique-chimie, l'épreuve de culture générale, et aussi à Marseille, comment j'ai fait découvrir les noms modernes de Mishima par la lecture à haute voix à des étudiants de BTS à Marseille. Voilà, donc ça sera un peu un retour sur expérience et un partage. Voyage intérieur et géographique. Voilà. Alors on va terminer avec une lecture en russe, puisque on a écouté le passage en français tout à l'heure, ce même passage maintenant. C'est Licia. Voilà. Licia nous fait plaisir de lire en russe ce que je vous ai lu tout à l'heure en français. C'est le même passage. Hein. Bonjour, je voulais prévenir tous les noms. Je vais lire à la manière française parce que décliner Gala, ça sonne bizarrement, Galo, Galé, Galou. Alors, et tout le reste en russe. В детстве Гала была знакома с русскими поэтами. Среди них Марина Цветаевна и ее сестра. Поэтому я раскрываю сборник «Люсье Грю» и читаю стихотворение, написанное 22 октября 1915 года, то есть за 2 года до революции. Цветок в груди приколот, кто приколол, не помню. Не насытим мой голод на грусть, на страсть, на смерть. Но есть еще услада. Я жду того, кто первый поймет меня, как надо, и выстрелит в упор. Так, воспитанная на этом чтении, Елена Ивановна Дьяконова стала Гала. Alors, je n'ai pas fini la lecture. Alors, je continue. Три последних строки стихотворения предвещают внезапную, как удар молнии, любовь с первого взгляда Гала и Дали, возникшую во время их совместных прогулок по мысу Крейс среди спокойной природы, когда темные глаза пылкого каталонца встретились со страстным взглядом славянки и разгорелся любовный огонь. Для Гала эта любовь с первого взгляда была не первой, а Дали еще не знал столь сильного чувства. Ведь нельзя считать таковыми его чувства к подружке детства Дуэлите или его мечты о маленькой воображаемой Галечке, которую впоследствии он идентифицирует с Гала. Я читаю по китам отрывок из «Тайной жизни» Сальвадора Дали. Именно в оптическом театре господина Трейфера я впервые увидел поразивший меня силуэт русской девочки. Она явилась мне, укутанная в белоснежный меха, в русской тройке, за которой мчались волки с фосфорицирующими глазами. Она смотрела прямо мне в глаза с выражением горделивой скромности, и у меня сжалось сердце. Выразительные ноздри и глаза делали ее похожей на лесного зверька. По контрасту с их поразительной живостью черты всего лица были гармоничны, как рафаэлевская Мадонна. Гала
Я знаю, это была уже она. Появление Гала в жизни Дали было вторжением мечты в реальность, воплощением мечты. В Кадакесе Гала становится Кармен, и Дали, робеющий девственник, запутавшийся в своем нарциссизме, совершенный подросток в своей борьбе за существование и в стремлении символически убить отца, обычного провинциального нотариуса, переживает первую любовь. Он немного бунтовщик, как герой Достоевского. Гала — состоявшаяся женщина, поэтому она внушит Дали уверенность в себе, которую сама уже приобрела, чтобы он мог побороть свою робость и утвердиться как творческая личность, одновременно художник и писатель. Спасибо.